Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin. Webinaire réalisé par Finance Innovation. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Finance Innovation, on est un pôle de compétitivité dédié à la finance digitale. On anime un écosystème de plus de 600 membres, divisé en plusieurs filières, dont une filière dédiée à la finance durable et solidaire, qui organise aujourd'hui ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à notre modératrice, Marie, afin d'introduire ce webinaire. Bon webinaire à tous, merci. Merci Mathéo. Bonjour à tous. Donc bienvenue à ce séminaire effectivement porté par Finance Innovation. On va vous parler aujourd'hui de la transformation des métiers à travers l'évolution de la réglementation ESG. Je me présente en 2 mots avant de faire un rapide tour de table avec nos intervenants. Donc, je suis Marie Trimouille, je suis senior manager spécifiquement en charge des sujets ESG chez Columbus Consulting et donc je serai la modératrice aujourd'hui. Et puis, je vais laisser chacun se présenter. Peut-être Maëva, je vous laisse vous présenter en 2 mots. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Maëva Bourrel, je suis responsable du département finance durable au Crédit Mutuel Arca. Fanny, est-ce que je vous laisse prendre la suite? Bonjour à tous, Fanny Antut, manager ESG chez Greenscope, qui est une plateforme SaaS de gestion de la donnée ESG. Et enfin Ferdinand. Bonjour à tous, je suis Ferdinand Brunet, le directeur financier de Memobank, une banque spécialisée dans le financement des PME. Donc, merci à tous les trois d'être là. Avant de démarrer à proprement parler la table ronde, juste en termes d'organisation et d'animation, ce qu'on vous propose, c'est de noter voilà, les questions que vous souhaitez poser soit à l'ensemble des interlocuteurs, soit à certains spécifiquement dans le chat. Nous y répondrons plutôt sur le dernier quart d'heure de la table ronde. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que ce soit bien aussi un temps d'échange après les premiers éléments qu'on vous partagera. On souhaitait organiser cette table ronde sur la transformation des métiers à travers l'évolution de la réglementation ESG, notamment parce que l'ESG évidemment est un sujet d'actualité pour l'ensemble des entreprises, donc notamment donc les corporates qui doivent rendre un certain nombre de comptes en lien avec la réglementation. Et ce qui est un petit peu spécifique avec le secteur financier et notamment les banques, c'est que il y a un autre enjeu qui s'ajoute à cela avec leurs activités de financement et d'investissement dans le cadre du Scope 3, donc tout ce qui est finalement des émissions indirectes qui amènent sans doute des réflexions un petit peu différentes sur comment l'ESG se positionne au sein de l'organisation et dans les différents métiers. On va aborder voilà, trois grands sujets. On va commencer avec le premier qui est justement le positionnement de l'ESG dans l'organisation. Et je vais commencer par poser la question à Ferdinand de voir comment chez Memobank les réflexions se sont menées sur qui doit travailler sur l'ESG, où est-ce que ça doit être porté au sein de l'organisation, puisqu'on sait que à la fois les grands corporates, mais aussi les petites structures et évidemment les banques, voilà, ont pas mal de réflexions sur comment est-ce que je dois inclure l'ESG dans mon organisation et comment ça doit se déployer. Oui. Alors, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on s'est créé récemment. Et donc, ces 2 entrepreneurs, Jean-Daniel et Michel, Michel Galibert et Jean-Daniel Guyot, qui ont créé la banque et qui portent cet ADN, c'est en eux depuis l'origine. Ils avaient fondé avant Capitaine Train, qui est vraiment, enfin, ouais, il y a une notion, le train, éviter la voiture, éviter les émissions. Et c'est un peu la même chose quand ils ont créé la banque, c'est quelque chose qui est directement dans l'ADN. Donc, c'est un peu plus facile à implémenter dans le sens où c'est porté par les dirigeants d'entrée et ça se reflète dans les valeurs de l'entreprise, ce qui fait que dans les recrutements qui ont été faits, tous nos collaborateurs sont très sensibles à cette notion-là. Ensuite, sur comment c'est implémenté, on va dire d'une manière opérationnelle, là, on a pris la décision d'implémenter ça, que la direction financière ait une composante, ou en tout cas prenne le sujet, notamment de tout ce qui est bilan carbone. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce côté, très bête, mais comptabilité. Et donc, c'est vrai que la finance a un peu l'habitude de comptabiliser. Et donc, c'est assez naturel de passer de la comptabilité normale, générale, à la comptabilité carbone. Donc, c'est pour ça que c'est porté, par des dirigeants
et l'entreprise en tant que telle. Mais en termes de opérationnellement et comptabilité carbone, c'est vrai que c'est porté par la direction financière. Et peut-être Maëva, au sein du Crédit Mutuel Arkea, est-ce qu'il y a eu des réflexions voilà, sur ce rattachement? Et puis peut-être aussi, est-ce que la réglementation a joué sur voilà, l'état de ces réflexions sur le positionnement de l'ESG dans l'organisation? Oui, tout à fait, Marie. C'est une réflexion qu'on a initiée en 2020. Alors on faisait déjà aussi voilà, de l'ESG ou de la finance durable au préalable, mais en 2020, on a eu une conjonction de calendrier. Finalement, il y a eu à la fois l'adoption d'une raison d'être, donc là aussi quelque chose qui est vraiment porté au plus haut niveau de l'entreprise, l'adoption d'une feuille de route en matière de ESG qui était la déclinaison opérationnelle de la raison d'être, et en même temps une prise de conscience de l'ampleur des réglementations en matière de ESG, notamment avec le plan européen pour la finance durable, à travers SFDR, taxonomie et voilà, et tous les autres règlements qui arrivaient. Donc 2020, prise de conscience. Donc on a réfléchi à cette organisation à ce moment-là avec la volonté de mettre en place une organisation qui allait nous permettre d'atteindre le niveau d'ambition propre à Crédit Mutuel Arkea sur ces sujets. Donc vraiment quelque chose au cœur de la stratégie. Accompagner la montée en compétences également de l'ensemble des équipes, parce qu'en 2020, alors on parlait déjà beaucoup de ces sujets-là, mais on était quand même qu'aux prémices de tout ce qui nous attendait. Et puis également accompagner la mise en conformité du groupe sur voilà, ces réglementations qui arrivaient. Donc, dans l'organisation qu'on a mise en place, il y avait ce besoin d'être très raccroché à la stratégie, proximité très forte à la stratégie, tout en accompagnant et en sécurisant finalement les échéances réglementaires qui arrivaient. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer une filière finance durable. Donc une filière, c'est à la fois une direction centrale, une équipe centrale et des responsables finance durable dans tous les métiers. Et le rattachement qu'on a fait à ce moment-là à l'alliance de Memobank, c'est de le rattacher à la direction du secrétaire général qui pilote le projet stratégique. Donc vraiment pour conserver cette proximité forte à la stratégie, mais en même temps en capitalisant sur ce côté très transverse de cette direction qui est connectée aux parties prenantes à la fois internes et externes et qui travaille en lien étroit avec les directions finances et risques également. Donc un choix un peu différent. Et justement, Maëva, je crois que vous me disiez récemment que voilà, le rôle de la direction financière s'est encore développé avec un maillage plus dense entre le financier et l'extra-financier au sein du Crédit Mutuel Arkea sur les sujets ESG. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que dans le cadre de la filière, on a irrigué la finance durable dans tous les métiers. Donc on a des responsables finance durable à l'échelle de l'ensemble des structures, à la fois business, mais aussi au niveau des fonctions support. Et donc la finance, les risques en font partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille en lien complètement étroit avec ces directions-là. Parce qu'elles sont en capacité d'industrialiser beaucoup plus choses que ce que nous, au niveau de l'équipe finance durable, on est en capacité de faire. Il y a une expertise évidemment au niveau de la collecte de la donnée, de l'organisation de la donnée, de la qualité de données. Et donc tout ça, c'est essentiel pour nous de pouvoir travailler main dans la main avec ces directions. Et donc aujourd'hui, aussi à leur niveau, elles ont des responsables dans l'ensemble des filiales, que ce soit les filières risques et filières finance. Donc là aussi, dans ces filières, l'ESG a été complètement intégré. Et il n'y a pas un projet qui n'est pas porté, copiloté par la finance durable, les risques et la finance sur ces thématiques. Et peut-être, merci Maëva, et peut-être Fanny, ce serait intéressant aussi de voir est-ce que vous voyez que ces réflexions sur l'organisation interne autour de l'ESG ont un impact sur peut-être les demandes des clients? Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Et peut-être plus spécifiquement dans le secteur financier, justement. Oui, et c'est très intéressant ce que disait Maëva, c'est vraiment quelque chose qu'on observe effectivement. D'abord, les donneurs d'ordre ont changé. Donc, effectivement, quand avant le ESG pouvait être en charge de la direction RSE ou ESG, maintenant, en fait, on a des donneurs d'ordre qui vont venir de la finance, qui vont venir d'autres fonctions. Et effectivement, le maillage entre la finance et le ESG devient de plus important. Et ensuite, dans la demande en tant que telle, c'est vrai que Maëva le soulignait,
il y a un nouvel enjeu en fait qui implique de nouvelles parties prenantes de fait, qui est autour de la structuration de la donnée en interne. Et justement, pour structurer, avoir une bonne gestion de la donnée, il faut avoir identifier les experts, identifier les data owners, identifier les chefs de projet. Donc en fait, c'est toute une gestion interne de l'organisation qu'il faut mettre en place et pour lesquelles s'appuyer sur un outil comme Greenscorp, donc qui est une plateforme SaaS qui facilite la collecte, la gestion, le traitement et l'intelligence, la transmission d'intelligence ESG sur la base des données ESG collectées au sein de l'organisation. Ça facilite ce travail-là. Et le deuxième point qui est intéressant et qu'on observe aussi chez nos clients, c'est justement, Maëva le disait très clairement, maintenant, l'organisation interne d'une boîte nécessite aussi, notamment avec l'arrivée de la CSRD, de mobiliser plusieurs parties prenantes. Et donc, c'est les achats, les RH, mais aussi les métiers qui vont être sollicités. Et donc, la complexité de cette organisation, elle doit pouvoir aussi être intégrée. Et là, un outil de pilotage peut aussi faciliter cette démarche. Et plus spécifiquement dans le secteur bancaire, dans les demandes, on se rend compte aussi que, comme vous le disiez très justement, Marie, il y a un devoir de conseil durable en fait maintenant qui est porté par les banques. Et donc, dans la demande initiale, parfois le client souhaite aller jusqu'au chargé d'affaires. Par exemple, on travaille avec plusieurs banques comme la BNP, la Société Générale, Natixis, etc. Et c'est important pour eux de descendre jusqu'à l'utilisateur final en fait pour pouvoir justement communiquer sur l'ESG de façon efficace et accompagner au mieux les clients, puisque là maintenant ça devient un enjeu prioritaire. Merci Fanny. Et du coup, je me posais la question, Ferdinand, chez Memobank, qui est une structure qui est plus petite, comment ce maillage avec les métiers il se fait, et notamment peut-être justement jusqu'à l'accompagnement des clients finaux que Fanny vient de mentionner. Ouais. Peut-être même les collaborateurs qui sont. Collaborateurs, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est dans l'ADN, donc ça se traduit typiquement, par exemple, on est une entreprise, on est 100% télétravail. Pour des raisons justement écologiques. Ça facilite le recrutement, c'est clair, hein, mais c'est aussi pour des raisons, voilà, émissions carbone. Et donc, il y a plein de réflexes chez nos employés qui ont été recrutés, justement, ce que je disais tout à l'heure, par des valeurs. Et donc, par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est pour nos clients, on leur demande, quand ils rentrent en relation avec nous, de nous donner leur bilan carbone. Donc, ils peuvent le déposer. C'est optionnel, mais ça nous permet, nous, de faciliter justement pour tout ce qui est calcul de Scope 3, notamment. C'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de granularité plutôt que de prendre quelque chose plutôt de médian. Donc, ça, nos clients, ils sont sensibles. Et c'est vrai que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'ils jouent de plus en plus le jeu. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus ces données-là. Et nous, dans nos critères d'octroi de crédit, à partir du moment où on va faire un crédit et le débourser, c'est là où on se pose la question, OK, déjà, quel va être l'impact pour notre scope 3 ? Et de deux, si jamais on se projette dans la fin du crédit dans 5-6 ans, est-ce que ce client-là est en risque d'un point de vue réchauffement climatique, émissions de carbone. Donc c'est hyper important. Et comme je vous disais, c'est un peu porté par tout le monde. Il y a ce choix quand même. Ce qui est très dur pour nous, c'est qu'on est une entreprise jeune. On n'est pas tout à fait rentable, on n'est pas loin, mais du coup, il y a vraiment cette notion de rentabilité. Donc, comment est-ce qu'on fait et donc, on prenait l'exemple récemment de si jamais Total venait nous voir et nous disait, bon, bah, écoutez, j'ai besoin de 5 ou 10 millions de financement et un taux super haut, on pourrait le faire. Voilà, ça dégraderait notre scope 3 et notre bilan carbone. Mais ce qu'on sait, c'est que là, on perdrait 50% d'entreprises. C'est-à-dire qu'on aurait automatiquement des démissions de gens qui diraient, non, mais moi, ça va à l'encontre de mes valeurs. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et c'est devenu primordial et ça nous pousse, ça pousse l'entreprise, je pense, vers le bon sens. Merci. Effectivement, voilà, le levier collaborateur est important et ça montre que voilà, côté métier et même jusqu'à l'individu, c'est assez intégré dans les équipes de Memobank, les sujets ESG. Oui, je répète. C'est vrai que pour préciser, mais on devient rarement, sauf exception, mais on devient rarement banquier par vocation. On ne se réveille pas quand on est petit, on ne dit pas j'ai envie de devenir banquier, c'est le job de ma vie. Ça arrive, hein, mais en tout cas pas tout le monde. Et donc c'est vrai qu'il y a cette notion qui est importante de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on est et ceux qui sont chez nous, nos collaborateurs, voilà, il y a du sens à faire cette banque-là, à créer quelque chose de nouveau.
Et il y a du sens aussi à avoir cet esprit, voilà, vers quoi va le monde d'ici 20-30 ans, les objectifs climat, enfin, c'est vraiment primordial quand même. Oui, tout à fait. Je vois que Maëva, je ne sais pas si vous nous entendez encore, mais en tout cas, on a perdu la caméra. Donc, je ne sais pas si le son fonctionne. Oui. Oui, c'est tout bon. OK. Ah, je vous entends. Oui, c'est parfait. Et on vous entend bien aussi. C'est juste que voilà, on n'a plus la caméra. Je pense que c'est un sujet de bande passante, mais d'accord. La voix, c'est plus important. Du coup, ça me permet d'aller effectivement vers le deuxième sujet qu'on avait identifié, qui est l'implication croissante en fait de l'ensemble des acteurs de la banque dans le sujet ESG, qu'on a commencé un petit peu à toucher du doigt en première partie. Est-ce que vous constatez chez Crédit Mutuel Arkea une évolution dans les contributeurs sur les différents exercices, voilà, par rapport à des exercices précédents? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps? Oui, alors, et vraiment de manière très forte sur les 2 dernières années. C'est vrai que j'évoquais l'organisation qu'on a mise en place en 2020. Aujourd'hui, elle est assez différente. On capitalise toujours sur les responsables finances durables dans toutes les entités qui ont vraiment ce rôle de coordination, de mobilisation, d'organisation aussi, parce qu'on voit bien qu'il y a une multitude de sujets qui sont à traiter, parfois avec des équipes complexes à gérer quand on traite du climat, la biodiversité, des enjeux sociaux. Donc, on a vraiment ces relais terrain qui sont en charge de décliner les engagements groupes et de les adapter aux différentes entités, que ce soit la banque, la gestion d'actifs, le capital investissement. Donc, vraiment ce premier réseau de force vive sur le sujet. Et ensuite, évidemment, c'est en train de décliner, d'irriguer tous les métiers, donc dans toutes les structures, dans toutes les filiales du groupe. Désormais, ça intègre l'ensemble des métiers, que ce soit de la communication au marketing, aux développeurs produits, aux équipes data, IT. Donc, on voit que ça irrigue l'ensemble des structures. Peut-être pour prendre quelques exemples, on évoquait tout à l'heure la direction financière aujourd'hui. La taxonomie européenne et notamment toute la production de notre Green Asset Ratio est pilotée par la direction des comptabilités du groupe. C'était quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 3 ou 4 ans, mais pour autant, via toute l'expertise en matière de normes que cette direction peut avoir, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir capitaliser sur ces équipes. Et on travaille évidemment main dans la main ensuite sur le volet stratégique, sur la manière d'identifier la capacité à augmenter ce Green Asset Ratio, mais pour autant, toute la connaissance normative de ces équipes est extrêmement importante. De la même manière, notre direction juridique aujourd'hui est pleinement engagée sur ces sujets. Ils ont notamment créé un comité doctrine qui est vraiment là pour accompagner l'ensemble des métiers à mieux comprendre la réglementation en matière de finances durables. Donc, ils nous apportent aussi cette expertise. Et puis, plus proche du terrain, aujourd'hui, c'est notamment la Banque des entreprises, et Fanny l'évoquait tout à l'heure également, les chargés d'affaires aujourd'hui au quotidien dans la banque, notamment des entreprises de taille intermédiaire. Ils parlent d'ESG à leur chef d'entreprise et ça fait partie vraiment du dialogue permanent avec les clients dans ce souci de leur apporter une vraie valeur ajoutée sur ces enjeux environnementaux, sociaux en les raccrochant au modèle d'affaires de l'entreprise. Donc une vraie transformation sur les 2 dernières années. Et surtout, j'en profite pour rajouter que, par exemple, dans le cadre de la CSRD, avec les normes volontaires, des VSMIs, il y a justement des KPI qui peuvent être reportés par les PME auprès de leurs chargés d'affaires, auprès de banques, pour pouvoir obtenir du financement de façon volontaire. Donc, c'est encouragé par la réglementation. Oui, et pour rajouter aussi, il y a des trucs supplémentaires, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise des PME, donc il y a 2 choses, ils ne sont pas tous au courant, mais ça commence à venir, c'est que leur note Banque de France va être impactée par rapport aux enjeux durables et donc au futur. Donc, grosso modo, si jamais on disait que demain, c'était 100 € de taxes par tonne de CO2 émise, ce qui pourrait arriver assez rapidement, grosso modo, ça pourrait avoir un impact sur le business model de l'entreprise. Et donc ça commence à être pris en compte par les notes Banque de France, donc toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires qui ont cette note-là. Donc nous, il y a un peu de sensibilisation, c'est ce qu'on de nos chargés directement aux chefs de PME en disant là, c'est un sujet que vous devez prendre parce que sinon vous n'aurez plus accès au financement, quel qu'il soit d'ailleurs. D'une part pour les banques parce qu'ils n'ont pas envie de
se pénaliser en disant moi je finance des pollueurs, hein, on peut voir ce que ça a donné sur les grandes banques récemment, et d'autre part sur les PME qui elles vont avoir des problématiques de financement demain. Et du coup justement chez Memobank, Ferdinand, comment est-ce que le sujet de l'ESG est diffusé au sein de l'organisation, puisque vous me disiez que c'était rattaché donc à la finance, mais je crois que ça va évidemment au-delà dans l'organisation, c'est complètement. C'est le directeur général adjoint, enfin le cofondateur qui va emporter ce sujet, c'est-à-dire qu'à chaque présentation, donc nous on se voit physiquement tous les mois et demi, et à chaque fois là on a une présentation, l'impact de Memo, le futur, enfin voilà, c'est des sujets qui sont vraiment importants chez nous. On a pris à la finance sur le côté comptabilisation parce que c'est comment dire, c'est gage de fiabilité. En tout cas, c'est comme ça que c'était au départ. Je vous avoue que moi au début je connaissais pas forcément. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était de faire un bilan carbone pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Donc, on a fait appel à un cabinet qui nous a aidés et on a fait un premier bilan carbone. On s'est rendu compte que, OK, c'était largement faisable, on était capable de le faire assez facilement. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des points communs entre la comptabilité carbone et la magie. Clairement, c'est pas du tout abouti. Il y a vraiment des problématiques de comptabilisation, c'est fou. Enfin, donc nous on a adhéré au PICAF, qui est un système en fait de comptabilisation carbone international. Il y a plusieurs banques qui sont, il me semble, Crédit Mutuel Arkéa aussi. Enfin, c'est vraiment comment est-ce que la comptabilité est faite, comment est-ce qu'on comptabilise, et essayer de mettre des normes, mais c'est super compliqué. C'est-à-dire que dans le scope 3, donc grosso modo, on dit on va financer quelqu'un, on va prendre une quote-part des émissions qu'il va faire par rapport à la taille de son bilan. Donc si jamais on a quelqu'un qui a un bilan de 1000 et qu'on finance 100, on va prendre un dixième de ses émissions carbone. Donc ça, c'est relativement simple, c'est à peu près clair pour tout le monde. Mais quand on va avoir, j'en sais rien, des investissements qui sont faits en banque centrale, c'est-à-dire juste on va mettre notre argent en banque centrale ou mettre notre argent dans une autre banque. Par exemple, je mets mon argent, moi, de Memobank, je le mets chez BNP. Est-ce que je prends une quote-part des émissions de BNP? Et donc, il y a toute cette question-là où quand on pose la question aux responsables des normes du PICAF ou autres, ils nous disent là, OK, on n'y est pas encore. C'est sympa vos questions, mais attendez un peu. Et donc, c'est là où nous-mêmes, on prend des choix et on sait qu'on va être obligé de passer dans le futur avec, un peu comme la compta, hein, des auditeurs, des gens qui vont venir nous contrôler, dire s'ils sont d'accord ou pas. On voit au niveau de nous, nos investisseurs, on a énormément de demandes sur des KPI, vraiment, quels qu'ils soient, un peu tout. Donc, on a ESG, je vais distinguer les deux, mais il y a ESG, donc, toute la partie sociale, hommes, femmes, répartition, je pense. Et on va avoir la partie vraiment environnementale qui prend de plus en plus de place et qui est très différente d'un investisseur à l'autre, d'un actionnaire à l'autre. Voilà. C'est très, voilà. C'est pas du tout réglementé encore pour le moment, ou en tout cas pas assez. Mais il y a un début à tout, hein, la comptabilité ou les IFRS ne se sont pas faits en un jour. Donc ça prend un peu de temps. Et de ma compréhension, voilà, c'est des sujets qui mobilisent beaucoup les équipes internes Memobank de manière voilà très transverse à la structure. Est-ce que, puisque là la mobilisation a l'air de se faire de manière assez naturelle au sein des équipes, est-ce que on voit aussi une mobilisation progressive des clients, ou est-ce que c'est quand même un peu plus difficile et qu'il y a peut-être plus de freins? Alors, j'aimerais vous dire oui et que ça va dans le bon sens. Malheureusement, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une certaine pression d'un point de vue clientèle particulière sur les banques. Ça, on le voit notamment sur des manifestations, des gens qui vont mettre leur argent dans d'autres banques, etc. Sur la clientèle PME, nous, on les sollicite beaucoup. On a une logique de co-construction de nos produits avec eux. En ce moment, nos clients, il y a de la trésorerie qui souhaite placer, donc des comptes à terme, des dépôts rémunérés, etc. Quand on leur dit, bah voilà, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on vous rémunère moins sur vos dépôts, mais on vous garantit que c'est fléché sur typiquement cette typologie d'investissement vert ou sur des choses qui sont neutres. C'est dur à dire, vraiment, c'est dur parce que mais nos clients sont pas encore, enfin, on a 1%, voire moins, de gens qui seraient intéressés pour ça. Le mandat du CFO est avant tout d'aller chercher de la rentabilité ou aller chercher comment faire maximiser de l'argent à court terme sans prendre de risques. C'est à peu près le mandat des CFO sur leur trésorerie, en tout cas. Et on a du mal, enfin, ils sont pas enclins encore à faire ça.
on le pousse, on le propose, on le refait souvent, on essaie de voir avec nos clients ce que je vous disais sur la partie bilan carbone de plus en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a cette sensibilité, mais de là à perdre, j'en sais rien, quelques milliers d'euros, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce que le CFO assez souvent, enfin le directeur financier assez souvent est décideur de ce qu'il fait de sa trésorerie seul. Et se dit que son mandat prioritaire, c'est de maximiser le profit ou d'être rentable, ou quoi, et pas forcément tout de suite d'être green. Et c'est un peu dur. Mais bon, ça fait du jeu, hein. On suit nos clients, on essaie de proposer, de leur proposer qu'ils aient de plus en plus ce mindset. On pense que les investisseurs, effectivement, font leur travail, demandant de plus en plus de KPI, donc ça va dans le bon sens aussi. Et donc, si jamais je suis chef d'entreprise, mes investisseurs me demandent ça, il faut que j'aille dans ce sens-là. Mais pour le moment, on voit que ça tarde un peu. Sur cette clientèle-là. Nos clients font en moyenne entre 10 et 100 millions de chiffre d'affaires. On est sur des ME, des entreprises qui sont industrielles ou dans les services. Et c'est un peu compliqué. Par contre, ils comprennent très bien, typiquement, il y a des cabinets d'avocats, je ne sais pas pourquoi, mais les cabinets d'avocats ont un très mauvais score de bilan carbone. Donc, quand on leur dit, vous financez, on veut bien, mais il faudrait que vous nous donniez votre bilan carbone, parce que là, ce qu'on voit, c'est que, je ne sais pas, les avocats doivent manger de la viande rouge tous les jours à midi, mais grosso modo, il vaut mieux qu'ils détaillent leur bilan carbone, qu'ils le fassent de manière propre, que si jamais ils le font d'une manière généralisée, moyennisée. Merci Ferdinand. Et peut-être du coup, Maëva, ce serait intéressant d'avoir le regard aussi sur une plus grande structure telle que Crédit Mutuel Arkéa. Est-ce que vous voyez des freins peut-être déjà chez les collaborateurs dans le fait de travailler sur ce type de sujet et de l'intégrer dans leur pratique, ou finalement c'est assez bien accepté et intégré? Alors, c'est assez bien accepté et intégré. En revanche, il y a un certain nombre de freins opérationnels, c'est sûr, aujourd'hui, qui perdurent. Alors, Ferdinand parlait tout à l'heure des méthodologies de comptabilisation de la donnée. Aujourd'hui, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut accompagner auprès des équipes, puisque à partir du moment où on vient notamment prendre des décisions d'octroi de crédit sur la base de données carbone, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, et qu'on sait que la donnée sous-jacente est parfois peu fiable encore, il y a tout un travail d'accompagnement vis-à-vis des équipes. Donc, beaucoup de pédagogie à faire, notamment plutôt sur le marché de la banque. La gestion d'actifs et le capital investissement sont un peu plus en avance sur ces sujets et ont intégré ces sujets-là depuis de nombreuses années. Donc, sur la banque, comme le disait Ferdinand également, plutôt des PME, TPE, on a tout un travail d'accompagnement des équipes, et également vis-à-vis des particuliers. Je pense notamment les conseillers particuliers, notamment en matière d'épargne. C'est un effort permanent qu'on doit faire en termes de pédagogie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment les réglementations ne sont pas toujours très simples en matière d'épargne responsable. Je pense au fonds article 8, article 9. Il y a tout un travail de pédagogie en permanence pour redonner du sens aux conseillers, pour qu'eux-mêmes soient capables de convaincre les clients, en effet, de l'intérêt d'aller sur ces produits-là qui parfois peuvent sembler complexes, en effet, en termes d'informations apportées aux clients. Et je regarde au fur et à mesure, il y a des questions qui commencent à être posées. Donc, quand on est pile dans le sujet, là, je trouve ça intéressant. C'est est-ce que au sein de la structure Crédit Mutuel Arkéa, il y a des systèmes d'objectifs collectifs ou individuels sur l'ESG, donc auprès des équipes et collaborateurs en déclinaison des engagements ESG de l'entreprise. Est-ce que c'est du quali, du quanti? Oui, tout à fait. C'est un des leviers qu'on active évidemment pour travailler sur ces sujets. Donc, en effet, les objectifs de durabilité que l'on s'est mis au niveau du groupe sont déclinés dans les systèmes de rémunération, à la fois au niveau des dirigeants, mais aussi dans les systèmes de rémunération collective au niveau des équipes, pour les métiers qui sont concernés par ces systèmes-là. Oui, tout à fait.
Et je vois une autre question qui, à mon avis, aussi est peut-être intéressante à vous poser, Maëva, c'est les étapes principales qui doivent être respectées pour accompagner au mieux les différentes directions, donc dans la phase de changement, donc d'appropriation de leur rôle dans l'ESG, si j'ai bien compris la question d'Othman. Voilà, dans cette dynamique de mobilisation, je pense, des équipes. Est-ce qu'il y a des étapes que vous distinguez en particulier? Ou en tout cas, peut-être des facteurs clés de succès. Alors, facteurs clés de succès. Alors, en tout cas, ce qu'on a essayé d'activer, je sais pas si c'est le meilleur moyen, en tout cas, de le faire, mais c'est vraiment alors ce réseau de responsables finances durables, notamment de partage d'expériences entre les équipes. On sait que ces sujets sont encore nouveaux, parfois c'est encore complexe en termes de mise en œuvre, donc de pouvoir faire en sorte que les équipes qui sont peut-être un peu plus avancées sur les sujets puissent aider des équipes qui découvrent un peu plus ces thématiques-là, démontrer que ça fonctionne. Je pense notamment vis-à-vis des clients sur certaines offres qui ont pu être déployées auprès, par exemple, des ETI, de voir comment on peut capitaliser sur ces offres pour des entreprises de plus petite taille, en adaptant évidemment ce qui a été fait. Mais donc c'est vraiment cette logique de retour d'expérience interne qui est vraiment intéressant. Et puis de sensibilisation, alors je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment on travaille avec des équipes opérationnelles, mais c'est tous les niveaux de l'entreprise qu'il faut sensibiliser. Et donc de la gouvernance des administrateurs au COMEX, au management intermédiaire et aux équipes opérationnelles. Et vraiment, c'est ça aussi qui est indispensable, c'est d'accompagner l'ensemble de ces niveaux dans la prise de conscience de ces sujets. Merci Maëva. On parlait à l'instant là des facteurs clés de succès sur le fait de mobiliser les équipes. Peut-être qu'avec le regard Greenscope, Fanny, ce serait intéressant que vous nous disiez quels sont les facteurs clés de succès, mais autour peut-être de la mobilisation et de la coordination des acteurs qui vont venir contribuer sur la plateforme. Voilà, quels sont ces facteurs clés de succès dans cette dynamique de ce que vous proposez? Ouais, bien sûr. D'abord, un prérequis important, et Maëva l'a vraiment souligné, et Ferdinand aussi, c'est, je pense, 3 points clés qui font que certaines entreprises vont être plus matures que d'autres. D'avoir un bon niveau de leadership. Donc, on voit bien là, en écoutant Ferdinand et Maëva, que c'est vraiment intégré à la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça permet aussi de mobiliser tous les acteurs qui doivent être mobilisés. Ensuite, d'avoir une bonne capacité à embarquer les parties prenantes, à communiquer, qui était le rôle initial du responsable RSE. Mais maintenant, il doit plus seulement être un communicant, mais il doit aussi avoir une bonne approche analytique et une bonne gestion de la donnée et du système d'information. Donc, je dirais qu'il y a ces 3 facteurs clés de succès: leadership, communication et gestion de la donnée, capacité de gestion de projets complexes, analytiques, qui sont un peu des prérequis. Et ensuite, une plateforme va pouvoir aider plus dans le déploiement de justement la partie un peu plus opérationnelle. Donc, comment est-ce qu'on coordonne plusieurs acteurs entre eux. Chez Greenscope, notre plateforme nous permet justement d'intégrer la complexité d'organisation avec ce qu'on appelle une organisation à étage. Donc, on va pouvoir gérer la collecte de données au niveau d'un groupe qui coordonne différentes filiales, mais aussi au niveau de différentes fonctions, RH, achat, les métiers. En fait, on n'est pas limité en termes de nombre de fonctions qui pourraient être mobilisées, et c'est clé parce qu'avec l'arrivée de la CSRD, l'enjeu maintenant, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes sur toute la chaîne de valeur. Donc, pourquoi pas aussi des parties prenantes externes, comme les fournisseurs, comme les clients, comme des ONG ou d'autres entreprises qui graviteraient dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, en fait, l'entreprise interroger ses parties prenantes. Donc, la coordination, elle se fait pas seulement, et on sait que c'est déjà un challenge en interne pour mobiliser les bonnes personnes, mais demain, elle doit aussi pouvoir se faire auprès de parties prenantes externes. Et donc, avec tout ce que ça entraîne aussi, d'un point de vue gestion de l'information complexe, la possibilité de gérer la confidentialité des données, par exemple dans le cadre de la CSRD avec le SRS S1 et S2 qui sont sur les salariés de l'entreprise et les travailleurs de la chaîne de valeur. C'est typiquement le genre d'informations et de points de données
que l'ERH n'a pas forcément envie de dévoiler à d'autres personnes de l'organisation. Donc, sur un questionnaire CSRD qui serait configuré dans la plateforme avec une campagne de collecte de données qui serait organisée avec Greenscope, typiquement, nous, on peut masquer auprès de certains, enfin, faire en sorte que chaque contributeur voit vraiment ce sur quoi il est mobilisé. Et c'est important aussi, puisqu'on en parlait justement sur les aspects de sensibilisation des parties prenantes, de réussir à bien les embarquer. Un outil il peut aussi jouer ce rôle en rendant l'expérience plus agréable et en faisant en sorte que tous les points de données de l'EFRAG qui sont quand même très difficiles à lire soient reformulés sous la forme de questions, qu'il y ait des textes explicatifs associés à chaque point de données. Donc, c'est ce que nous, on a proposé dans notre plateforme. Aussi que les contributeurs puissent parler entre eux, donc puissent se référer au chef de projet ESG, lui poser des questions s'ils ont des problèmes des soucis de compréhension de la donnée qui est demandée. Et ça passe par des modules de chat, etc. Et donc, ce qu'on a pu observer, peut-être aussi pour rebondir, parce qu'on parlait beaucoup du niveau de maturité des banques et des acteurs financiers, c'est que justement, comme les acteurs financiers avaient déjà un certain niveau de maturité, parce qu'ils étaient soumis aux réglementations et qu'il y a des pratiques de marché qui se sont développées, ce qu'on voit, c'est que la maturité, elle augmente aussi justement grâce à des outils technologiques, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la réglementation arrive, donc les entreprises se mettent en ordre de marche. Ensuite, il y a aussi toute une partie qui est liée à plutôt des pratiques de marché. Donc, le niveau d'exigence augmente puisqu'en fait, les acteurs peuvent se comparer les uns entre les autres et une plateforme technologique qui apporte du benchmark permet aussi en fait de se donner l'ambition d'augmenter son niveau d'engagement parce qu'on peut se comparer à ses pairs. Et ensuite, tout ça permet encore plus d'engager les parties prenantes et d'aller encore plus loin. Et donc, c'est ce qu'on a pu observer dans le secteur bancaire. Et aujourd'hui, les banques et les institutions financières qu'on accompagne, elles étaient déjà outillées. Et maintenant, leur souhait, c'est de passer vers, appuyer sur un outil qui est plus ergonomique, qui va faciliter ces interactions, cette collaboration. Donc, on voit vraiment qu'elles ont un niveau de maturité aussi supérieur par rapport à des entreprises qui sont soumises pour la première fois à la CSRD et donc qui se confrontent à ces enjeux réglementaires pour la première fois. Et donc, effectivement, il y a une différence de maturité entre secteurs dans ce que vous voyez, vous, chez vos clients, où le secteur financier semble plus avancé sur ces questions. Oui, c'est ce en fait, le secteur financier qui était déjà soumis à la SFDR ou à la directive MiFID pour les banques, c'était déjà en fait plié à l'exercice réglementaire et donc a eu le temps de développer aussi des pratiques de marché. Donc, par exemple, le côté fonds d'investissement, il y a en fait finalement il y a 17 à 20 principal adverse risk PAI sur lesquels les fonds d'investissement doivent reporter, mais ils sont allés beaucoup plus loin avec notamment les pratiques de marché qui se sont développés autour de France Invest et Europe Invest et qui font qu'aujourd'hui, ils collectent dans la plateforme plus de 150 indicateurs ESG. Donc ça, c'est effectivement, ça montre qu'ils ont un certain niveau de maturité et avec l'évolution de la technologie aussi. Nous, chez Greenscope, en fait, on est une plateforme initialement, notre base de clients historiques, c'était vraiment des fonds d'investissement. Et là, c'est avec l'arrivée de la CSRD qu'on voit que les entreprises corporate commencent à s'intéresser à ces sujets. Mais ça me permet aussi de rebondir justement sur le fait que les fonds d'investissement jouent aussi ce rôle qui encourage leur participation, donc les entreprises qu'ils accompagnent ou les banques pour les entreprises qu'elles accompagnent, pour justement augmenter le niveau de maturité ou en tout cas mobiliser les entreprises. Donc, par exemple, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'au départ, les fonds d'investissement demandaient juste à avoir un proxy carbone ou un proxy, s'intéressaient pas encore à la biodiversité. Donc, c'était vraiment juste le scope 1, 2, 3 sur lequel ils souhaitaient avoir du reporting auprès de leur participation. Maintenant, en passant par une plateforme, ils peuvent même proposer à leur participation de faire un premier bilan carbone ou une première photo de leur empreinte carbone, principalement basée sur des données monétaires. Donc, ça sera beaucoup moins précis que si c'était un bilan carbone réglementaire. Mais en fait, en s'appuyant sur un outil, nous, par exemple, maintenant, on a intégré des analyses biodiversité. Et donc, en fait, ça permet d'augmenter aussi au fur et à mesure un peu le niveau de maturité. Et donc, depuis le LP jusqu'à la société de gestion et jusqu'à la participation qui est elle-même une entreprise qui est potentiellement concernée par la CSRD, ça fait un peu un effet de chaîne où tous ces acteurs se mettent en ordre de marche pour justement intégrer le ESG à leur pratique. Et ça va plus loin que le réglementaire, hein, c'est vraiment
justement un enjeu vraiment stratégique et d'apport de valeur et de réussir à aligner le positionnement de l'entreprise et son objectif à des objectifs financiers et extra-financiers. Je vois les petits pouces qui... ça m'amène peut-être à avoir une question là qui a été posée par Thomas qui peut être intéressante pour Ferdinand et Maëva. Comment vous suivez dans le temps les engagements ESG au sein des financements? Quel type d'outils ou de ressources vous avez sollicité pour suivre ce type de sujet? Je sais pas, peut-être Ferdinand, je laisse. Ouais, alors nous, c'est principalement c'est de la donnée. Hein. L'idée, c'est de donner. Ça passe forcément par là. L'avantage qu'on a, c'est que, voilà, encore une fois, comme on a créé notre core banking system ou notre système informatique, on le maîtrise, donc ça nous permet d'aller chercher des données qu'on souhaite et les rajouter même dans le temps. Donc, poursuivre, en fait, c'est vraiment... je vais prendre l'exemple vraiment sur la partie bilan carbone, mais il faut commencer déjà par avoir un indicateur qui est faire son bilan carbone. Ça commence... vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, faites-le au moins une fois, parce que c'est comme savoir si on est rentable ou pas. C'est-à-dire que, en fait, on en parle. Donc, à titre individuel, si on reprend juste la partie individuelle, le particulier, en moyenne, les Français font 11 à 12 tonnes d'émissions. Ils doivent arriver à 2 tonnes pour être neutres. Donc, si on ne sait pas à combien on est, ça devient compliqué de commencer à savoir par quoi on doit, si jamais on sait qu'on doit enlever notre voiture diesel, mais si on est à 30 tonnes, c'est plus facile de savoir ce qu'on doit faire en compte. Parce qu'on mesure. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait notre premier bilan carbone et ensuite, on s'est dit, OK, on va le faire. Alors, on l'a fait une fois par an, ce qui était bien, mais pas fou. Donc, mon équipe n'était pas super contente au départ, mais on s'est pris au jeu. C'est-à-dire qu'on maintenant, on le fait de manière semestrielle et on a pour objectif, en fin d'année, c'est de le faire en trimestriel et bientôt en mensuel. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse voir qu'une dépense particulière ou qu'un crédit accordé, alors non, le crédit, c'est tout de suite vu, on voit tout de suite sur ce que ça va donner en termes d'émissions pour la banque, mais pour la partie achat, c'est moins naturel. Donc, si jamais on voit qu'à la fin du mois, on a explosé notre compteur, on a fait 200 tonnes de plus, et ben, ça sensibilise à peu près tout le monde et tout le monde comprend. Et donc, ça veut dire qu'en bout de chaîne, on va avoir des choix de fournisseurs qui vont être différents. Ou, en tout cas, ça permet à tout le monde d'être concerné. C'est super important. Et c'est de la même manière sur la partie plutôt sociétale, parité, par exemple, si on prend parité ou donc la French Tech, si je me mets dans la French Tech, mais on est très mauvais, c'est-à-dire que on a une population de 80% d'hommes par rapport à 20% de femmes, des CODIR, j'en parle pas. Donc on essaye de remonter ça, mais pour ça il faut mesurer, c'est-à-dire que on suit mensuellement. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive dans le temps, au moins à progresser, et on se fixe des objectifs qui permettent d'améliorer ces ratios. Donc voilà, j'ai pas, à part un Google Sheet pour le moment, j'ai pas beaucoup plus que ça. Mais si on fait et bien partagé, au moins tout le monde le voit, quoi. Et peut-être même question, Maëva, côté Crédit Mutuel Arkea, est-ce que... Oui. Alors, peut-être deux choses. En effet, alors pour suivre les engagements, alors, si je vais répondre pour le climat, qui est le sujet quand même le plus mature sur lequel on peut avoir le plus de dispositifs en place aujourd'hui pour suivre les engagements clients notamment et donc de nos crédits sur la partie climat. Le premier sujet, c'est d'avoir la donnée en effet, et donc c'est d'accompagner les entreprises sur leur bilan carbone, parce qu'elles n'en ont pas toutes aujourd'hui en effet. Donc de pouvoir déjà les accompagner à la mise en place d'un bilan carbone pour que évidemment nous-mêmes on puisse avoir ces informations-là. Et donc ça passe par des dispositifs de service qu'on leur propose, faire un premier bilan carbone et notamment le lier au contrat de crédit pour que, en fonction de l'amélioration du bilan carbone de l'entreprise, le coût du crédit évolue de manière positive pour le client s'il fait ses efforts. Donc déjà, c'est le dispositif d'acculturation au bilan carbone et d'incitation. Et puis le deuxième volet pour nous, c'est le stockage et le suivi de ces informations-là. Et aujourd'hui, en effet, le système bancaire n'était pas prévu pour stocker toutes ces données carbone. Donc, ça passe notamment par la création de référentiels de données extra-financières en interne, à la fois au niveau des données de nos clients, mais aussi des données liées aux projets que l'on peut financer. Je pense notamment à l'immobilier. Donc, voilà, c'est tout un travail qui est mis en place par
par les équipes du SI pour vraiment structurer de nouveaux référentiels de données extra-financières qui vont venir se brancher sur les données financières et notamment sur les données d'encours de crédit. Donc on travaille vraiment sur la création et la mise à disposition de ces données et puis leur stockage et ensuite leur suivi. Et évidemment, on va suivre ça ensuite semestriellement pour pouvoir voir l'évolution de nos émissions carbone. Scope 3. Là, je vois qu'il y a une question spécifiquement sur le stockage, donc je me permets de la poser maintenant, ça me paraîtra plus fluide. Est-ce qu'il y a des outils externes pour stocker ces données ou est-ce que c'est vraiment interne aux différents SI de l'entreprise? Chez nous, donc on est notre cœur, notre ADN, c'est de tout faire nous-mêmes. Le moins indépendant possible. Donc, voilà, on stocke tout en interne, on crée tout en interne et ensuite on va brancher des data mart internes aussi, mais qui vont exploiter la donnée. Mais sinon, l'ensemble des données est vraiment stocké en interne. Même chose de notre côté, les référentiels que j'ai abordés sont créés en interne. D'accord. Bon, et du coup, côté Greenscope, nous, de fait, on est une solution externe, mais on peut se brancher aux API de nos clients. Et donc, les référentiels, en fait, ce qui est facilitant quand même dans le fait de passer par un outil externe, c'est notamment parce que le niveau de maturité sur le SI et la structuration de la donnée en ESG est encore très faible et que les sources de données sont éparses au sein de l'organisation et pas encore structurées, ça facilite quand même la structuration en interne. Après, bien sûr, l'entreprise reste propriétaire de ces données. Nous, la seule chose qu'on fait avec le bon niveau d'anonymisation, c'est de proposer du benchmark, de l'intelligence ESG, proposer des scores adaptés et faciliter la collecte pour que d'une année sur l'autre, l'entreprise en fait retrouve son même questionnaire avec des données historisées et donc ça lui permet vraiment bien d'organiser sa structuration de données en interne. Et j'en profite aussi peut-être pour m'avancer sur des questions que vous aviez, Marie. Justement, l'avantage de passer par une plateforme, c'est aussi de pouvoir montrer patte blanche aux auditeurs. Et je vois qu'il y a une question dans le chat sur justement les sources et la qualité des données récoltées. Donc, c'est justement pour pouvoir avoir un bon niveau d'assurance qu'on propose la possibilité d'ajouter des pièces jointes, la possibilité de documenter et de voir chaque réponse qui a été effacée et changée, la possibilité d'avoir des workflows de validation aussi, avec des bons rôles et responsabilités attribués. Donc, c'est tout ça qui permet d'avoir le bon niveau d'assurance. Ouais, je ne peux que valider. L'idée, c'est que les banques, effectivement, comme elles sont contrôlées, il y a toujours ce côté, cet aspect contrôle de tout et la qualité de données est assez forte, même les obligations réglementaires par rapport à la donnée. Mais c'est vrai que dans les entreprises plus traditionnelles, faire appel notamment à Greenscope, par exemple, ça permet de vérifier tout ce qui est qualité de données, s'assurer que c'est bon d'une année sur l'autre. C'est vraiment particulier et c'est assez complexe. Et je vois qu'il nous reste une dizaine de minutes. On pourrait peut-être aborder le dernier sujet qui est vraiment la montée en compétences au sein des métiers. Et je vois qu'il y a des questions dans le chat qui s'y rapportent. Donc, c'est un sujet qui intéresse. Peut-être la question de Julien qui est comment est-ce que les équipes, notamment en finance, dont on parlait pas mal, des entreprises sont sensibilisées et formées à la fois aux enjeux mais aussi aux responsabilités qui sont associées à l'ESG. Est-ce que vous avez des dynamiques pédagogiques particulières à partager? Donc là, ça s'adresse peut-être plutôt à Maëva et Ferdinand. Vas-y, Ferdinand. Ferdinand, je vous laisse commencer. Grosso modo, alors au début, c'est du travail supplémentaire, forcément, même à mon niveau. Enfin, voilà. Et ensuite, il y a l'enjeu. Comme je disais, il y a la partie ADN, etc. Donc, il y a vraiment l'enjeu, il y a le côté entreprise qui porte. Donc, c'est pas un sujet trop lourd. Surtout, c'est nouveau, donc il y a une appétence. C'est-à-dire que les gens ont envie de s'y intéresser parce qu'on en parle beaucoup, mais il faut vraiment, je trouve, rentrer dedans Enfin, c'est assez plaisant comme matière. Donc, il y a une curiosité presque naturelle. Il n'y a pas beaucoup de règles du jeu pour le moment, un peu comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a ce côté envie de règles qui est perturbant pour les comptables, notamment de se dire, mais en fait, je peux mettre ça comme je pourrais mettre autre chose. Donc, j'ai envie de… C'est quoi la règle? Il n'y a pas de double comptabilité. Enfin, voilà, il y a un truc…
assez rigolo. Et moi, le truc où j'insiste beaucoup, c'est que c'est leur futur. Moi, je suis persuadé que le futur de la compta, je pense qu'à un moment, on va peut-être arriver à faire une comptabilité classique, générale, complètement automatisée. Je pense qu'on n'en est pas loin, mais on va finir par y arriver. Mais sur la partie carbone, il y a tout à faire. Et je pense que demain, il va y avoir deux choses qu'on va demander à une entreprise. Ça sera bilan carbone et rentabilité. Et je pense de plus en plus, notamment vraiment les accords de Paris, il va y avoir de plus en plus le bilan carbone en premier. Ça va prendre de plus en plus de place. Et voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, si jamais, c'est pas encore clair si ça doit arriver à la finance, mais j'ai l'impression que toutes les entreprises, en maturant un peu le sujet, se rendent compte que cette comptabilisation-là, il faut la faire au niveau de la finance, ou en tout cas que les équipes finance soient vraiment impliquées. Et donc, les comptables, en tout cas moi, toute la finance de mon côté, est persuadé que d'ici 10 ans, ça sera 80% de leur métier. Donc j'ai pas beaucoup de difficultés à les motiver à aller là-dedans. Sur la partie compétences, comment est-ce qu'on acquiert les compétences? Encore une fois, quand on rentre dedans, on voit que c'est pas infaisable. Il y a quelques formations qui sont utiles, mais c'est l'ADEME, Internet qui est super bien fait et qui permet si jamais on lit et on s'intéresse, ça y va. Et puis, ça se fait naturellement, mais il y a pas mal de formations qui sont faites. Et prendre un consultant au départ, nous, en tout cas, il y a une très bonne personne sur la place qui nous ont aidés. Je peux citer parce que je les aime bien, mais c'est Magellan, pour le coup, qui nous a aidés. Et du coup, on a commencé à structurer ça avec eux. La deuxième année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit voilà ce qu'on a fait, est-ce que vous pouvez vérifier que notre approche est bonne et juste, etc. Et là, maintenant, donc, on a des cabinets des Big Four qui nous auditent sur la partie comptable. Et donc, on est au point, on discute avec eux en leur demandant s'ils peuvent aussi regarder la partie ESG. Alors, ils ne peuvent pas encore la certifier, mais bientôt, ils vont le faire, je pense. Et avoir des cabinets un peu d'audit spécialisés qui valident ça permet aussi de rendre, de valider le sujet. Donc, je dirais que d'un point de vue compétences, on peut encore apprendre sur le terrain. Franchement, c'est faisable en lisant ce qu'il y a sur la table. Peut-être, oui, Maëva, si tu as des compléments sur le regard côté Crédit Mutuel Arkéa. Alors, je pense que c'est nous aussi, les équipes finance sont appétentes au sujet et je pense voir en effet cette tendance émerger et je suis convaincue comme Ferdinand que ça va vraiment rentrer dans les responsabilités de plus en plus fortes des équipes finance. Aujourd'hui, sur cette montée en compétences, ce qu'on fait, c'est que finalement, on travaille main dans la main sur ces sujets de manière systématique. Donc, c'est vraiment cette double compétence aujourd'hui ESG, environnement social qu'on peut avoir de notre côté et leur expertise finance. Et c'est vraiment ce travail, c'est de la co-construction aujourd'hui systématique. Souvent, on est presque un peu en laboratoire côté équipe ESG. Donc, on ouvre des sujets, on défriche. Et passer un certain niveau de maturité, finalement, on travaille avec les équipes finance et ensuite, ça intègre complètement leur activité. Donc voilà, on est encore aujourd'hui en co-responsabilité, en co-construction, mais plus ça va, plus en effet, on leur laisse complètement la main sur certains sujets. Un passage de relais qui se fait. C'est ça. Ouais. Et on arrive tranquillement au terme de l'exercice. Est-ce qu'il y a encore des questions? Là, j'ai l'impression qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont déjà été posées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Je vois une question qui s'écrit. On a une question sur la démocratisation du bilan carbone pour les PME, TPE, donc c'est peut-être plutôt pour Ferdinand. Comment est-ce qu'on peut essayer de démocratiser ce bilan carbone? De manière très simple, c'est sponsorisé, c'est financé. Ouais. C'est financé notamment par l'ADEME. Alors, pas, je crois, à 80%. Il y a BPI aussi pour ceux qui peuvent y participer. Donc, il y a plusieurs moyens, notamment pour le premier, de l'avoir quasiment gratuit. Ça dépend, il y a des seuils, etc. Mais c'est grosso modo finançable.
Et après, de plus en plus d'entreprises vous donnent sur leur facture les émissions carbone. Nous, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, si jamais vous avez une dépense par carte, si jamais vous avez une facture mais aux banques, en bas, vous avez le reliquat. Donc, ça devient un truc un peu de comptabilisation. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. Et sur la partie émissions propres, voilà, comme je le disais, c'est vraiment faisable tout seul, mais c'est mieux de se faire accompagner au départ s'il y a besoin pour vraiment comprendre et appréhender. Merci. Je vois qu'on a aussi une question sur la partie gouvernance, donc le G de ESG. Alors, je sais qu'on parle souvent de la partie environnement sur laquelle on est tous collectivement plus mûrs ou moins immatures. Est-ce que peut-être Maëva, côté Crédit Mutuel Arkea, voilà, tu aurais des éléments à nous partager sur la partie gouvernance dans le traitement de l'ESG par Crédit Mutuel Arkea? Alors oui, en effet, on a beaucoup parlé climat, mais pour autant, aujourd'hui, si je reprends la population de nos clients entreprises, dans les évaluations ESG que l'on fait des entreprises de taille intermédiaire, on est systématiquement sur le E, le S et le G. Avec un niveau d'information qui est plus poussé demandé sur le climat, mais en revanche, systématiquement, les pratiques de gouvernance de l'entreprise sont aussi regardées. Donc, ce n'est pas un angle mort des analyses ESG aujourd'hui. C'est même peut-être des données qu'on regardait déjà plus naturellement parce que, évidemment, la structure de l'entreprise, c'est quelque chose qui était déjà regardé par les banques. Mais voilà, ça fait bien partie de l'évaluation ESG globale des entreprises que l'on accompagne. Peut-être oui, Ferdinand, si vous avez un complément. Non, pas grand chose à ajouter, disons que c'était plus dans les mœurs de regarder effectivement, notamment sur le financement aussi, on va regarder la gouvernance de l'entreprise. On va dire que la problématique pour moi, elle est plutôt sur le S. S'il devait y avoir une problématique sur ESG, je dirais qu'elle est plutôt sur le S à l'heure actuelle, qui n'est pas encore dans les leaders. Il y a juste la notion de parité homme-femme qui remonte beaucoup, mais il y a plus de choses dans le S que ça. Et donc, c'est plus la Oui, en fait, c'est retranscrit très clairement dans la CSRD aussi avec les ESRS. Donc, le SRS G1 sur la partie gouvernance, il implique des KPI qui vont être liés à sa relation avec ses fournisseurs, avec ses pratiques sur le marché, en termes de lobbying, avec sa gestion plutôt, sa vision stratégique aussi, à quel point est-ce que la vision stratégique et les enjeux de durabilité sont intégrés à la gouvernance de l'entreprise, sa capacité à structurer la donnée. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont derrière la partie gouvernance. Et après, évidemment, le S et le E restent très importants avec des sujets qui sont aussi parfois moins matures côté E. Par exemple, la biodiversité. Ferdinand, vous insistiez sur le carbone, mais je pense que la prochaine vague, et nous, on le voit beaucoup chez nos clients là, c'est de s'intéresser. Tout le monde a un peu ce socle commun maintenant, bilan carbone. Il y en a évidemment qui doivent encore le faire et l'enrichir. Mais maintenant, les sujets de gestion de l'eau, de scoring des risques fournisseurs, de biodiversité, c'est des sujets sur lesquels les entreprises sont encore très peu matures et qui ont été introduits par la CSRD. Donc, on a quand même l'avantage avec la réglementation CSRD d'être un peu guidé, mais pour lesquels voilà, il faut augmenter son niveau de maturité. Et ça passe par, évidemment, tout ce qu'on a dit avant, la pédagogie, peut-être du conseil externe, et voir si jamais on n'a pas la possibilité de se payer du conseil externe, le fait d'avoir un outil pédagogique qui, au moins, embarque au travers des questions posées. Je vois qu'on arrive là vraiment à la fin du timing. Merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments. Je vais repasser la parole du coup à Mathéo de Finance Innovation pour clore cette. Merci beaucoup Marie. Merci surtout à tous nos intervenants pour cette belle discussion de qualité et sujet d'actualité. Merci aux participants d'avoir suivi cette table ronde et posé toutes ces questions. N'hésitez pas à aller sur le site Finance Innovation pour suivre toutes nos actualités. On organise beaucoup d'événements quasiment toutes les semaines. Et au passage, notre prochain main event, c'est le 25 septembre à Rive-Montparnasse. C'est un événement dédié au DAF, ça s'appelle DAF Day. Et il y aura une table ronde sur la CSRD et comment se mettre en conformité. Vous recevrez, tous les participants recevront un lien d'invitation pour cet événement. Donc avec plaisir pour vous y retrouver.
Et cette table ronde sera disponible en live sur notre chaîne YouTube d'ici très peu. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.